Parmi les think tanks dont je parlais tout à l'heure, eh bien, comme de la même façon, vous savez que l'Union européenne finance des lobbies, des ONG, pour qu'elles viennent faire leur propre lobbying auprès d'elles-mêmes, eh bien, il y a des sociétés qui financent des think tanks qui sont censés représenter les intérêts du peuple européen qui n'existe pas. Parmi celles-ci, il y a notamment un think tank qui s'appelle le Center for European Reform et qui est financé par ces sociétés. Apax Partners américains, German Marshall Fund of the United States, ces germano-américains, ce sont les reliquats du plan Marshall qui ont été versés, donc c'est directement les fonds du gouvernement américain. Boeing, société américaine pour la majeure partie. Goldman Sachs, on ne présente plus Goldman Sachs maintenant, qui est une société financière, une banque d'affaires américaine. United Parcel Services américain. United Technologies américain. Morgan Stanley américain. Lockheed Martin américain. Time Warner américain. JP Morgan américain. Citigroup américain. Merrill Lynch américain. Alors, dans le lot, vous avez Rolls-Royce qui est germano-britannique. Vous avez Unilever qui est néerlandais. Vous avez la Deutsche Bank allemande, British Bankers Association qui est britannique, tout comme BP. Mais vous voyez que l'essentiel de l'un des principaux think tanks qui agit, qui vient influer sur la Commission européenne pour demander des évolutions en matière réglementaire, est financé en réalité par des sociétés américaines, parmi lesquelles notamment, j'en retiendrai deux, Goldman Sachs et JP Morgan. Goldman Sachs et JP Morgan qui ont été introduites l'une et l'autre sur le marché du gaz en France depuis janvier 2010. Le gouvernement français a décidé d'introduire sur le marché du gaz en France Goldman Sachs et JP Morgan, à la demande de Bruxelles qui exige l'ouverture du marché du gaz à la concurrence. Est-ce que vous croyez que les requins de Wall Street, que sont les banquiers d'affaires Goldman Sachs et JP Morgan, viennent investir le marché du gaz en France pour servir de, comment dirais-je, de service public, pour apporter du gaz au meilleur coût à Madame Dupont qui habite dans la banlieue de Sens ou d'Auxerre? Non. Ils sont là pour faire le maximum de pognon. Et donc nous sommes en train, dans l'ensemble de l'Europe occidentale, d'ouvrir les services publics à des services financiers, à des sociétés financières ou des banques d'affaires qui ne sont là que pour retirer le maximum d'argent. D'ailleurs, vous voyez bien qu'à chaque fois que l'on ouvre un service public à la concurrence, dans les semaines, les mois, les semestres, les années qui suivent, on explique d'un seul coup aux Français, il y a une grande campagne de communication pour expliquer aux Français qu'ils ne payaient pas du tout le truc à son prix. On a ouvert le marché du gaz et depuis lors, le gaz ne fait qu'augmenter. Et on dit aux Français, mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne payez pas du tout le gaz à son prix. EDF, c'est pareil. Les sociétés d'autoroutes, c'est pareil. Les réseaux d'adduction d'eau, c'est pareil. Donc, nous avons des sociétés financières qui, au motif que les États sont trop endettés, agissent par des think tanks auprès de Bruxelles, pour que Bruxelles exige des réformes indispensables. Bruxelles neutralisant l'opposition des syndicats par l'intermédiaire de la CES, comme je l'ai montré. Tous les États sont donc obligés de privatiser leur réseau d'adduction d'eau, système d'autoroutes, gaz, électricité, et tout ceci pour le plus grand profit de qui ? Pour le plus grand profit de sociétés financières qui, une fois qu'ils ont mis la main dans la place, expliquent « Ouh là là, les prix ne sont pas du tout ceux à quoi vous deviez payer, vous devez payer beaucoup plus cher » et à ce moment-là dégagent du cash. C'est un système de ce que j'appelle du grand banditisme, c'est un système de racket généralisé maintenant au niveau européen. Je signale que Goldman Sachs, le président de Goldman Sachs International, s'appelle M. Peter Sutherland, qui a été notamment un vice-président du fondateur du groupe de Bilderberg, qui a été également à la Commission européenne, on a affaire à l'un des grands patrons de l'empire euro-atlantiste dont il s'agit, et il avait comme subordonné M. Mario Draghi, ancien vice-président de Goldman Sachs Europe, qui est un peu son petit collaborateur, qu'il a fait nommer président de la Banque Centrale Européenne à la succession de Jean-Claude Trichet, auquel il a succédé, voici maintenant, quelques semaines à la tête de la BCE. Ça veut donc dire que Goldman Sachs est une véritable pieuvre. J'utilise le mot pieuvre comme on dit de la mafia sicilienne, parce que ça marche de la même façon. Nous avons des gens qui sont diplômés
de l'université américaine, passés chez Goldman Sachs, et qui maintenant ont investi les centres de pouvoir. On l'a vu en Grèce avec le successeur de M. Papandréou, M. Papademos, avec M. Mario Monti en Italie. Ce sont des coups d'État en costume-cravate par des gens qui appartiennent à ce même cénacle, Goldman Sachs, JP Morgan, Commission européenne, grandes sociétés financières new-yorkaises. Je rappelle que c'est donc sur le fondement de tous ces conseils qu'ont été bâtis les articles sur les grandes orientations de politique économique, je vous les ai dit tout à l'heure, l'article 121 notamment du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit donc que l'ensemble des États membres doivent transmettre à la Commission européenne la façon dont ils mettent en œuvre ces grandes orientations de politique décidées par la Commission, dont je vous ai donné la synthèse à l'instant même, en disant qu'il faut en réalité privatiser les services publics au maximum, tout privatiser, comme si c'était une fin en soi que de tout privatiser, comme si la privatisation était gage d'efficacité dans tous les domaines, ce qui n'est pas vrai. Il y a des domaines où effectivement le privé marche mieux que le public, mais il y a aussi des domaines, par exemple EDF, par exemple les grands réseaux d'adduction d'eau, etc., où le public marche mieux que le privé. Par exemple en matière d'EDF, on sait que c'est un type d'économie, comment dirais-je, de modèle économique sur lesquels les raisonnements doivent se porter sur 30 ou 35 ans. Les investissements sont énormes. La construction d'une centrale, qu'elle soit au fioul, au charbon ou au nucléaire, sont des investissements colossaux. Donc il doit y avoir des calculs d'optimisation économique qui sont sur 30 ou 35 ans, qui ne s'accommodent absolument pas de raisonnement à l'ultra court terme que souhaitent les actionnaires de sociétés privées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle EDF marchait si bien, et que plus on privatise d'ailleurs à la fois EDF mais aussi tous ces services publics d'utilité générale, et plus on a des dysfonctionnements, le cas des télécommunications étant un petit peu différent. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça c'est continue, vrai. mais c'est reparti. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national. Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Nous, l'objectif ultime est un objectif de refondation de l'Union européenne, mais du grenier à la cave. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe ? J'en profite au passage pour dire ici que ce que nous proposons, c'est justement, c'est ce que je propose dans le programme de 2012, c'est la renationalisation de Gaz de France, d'Électricité de France, de Télédiffusion de France, de TF1, de l'ensemble des sociétés de réseau d'adduction d'eau et des sociétés d'autoroutes. Il ne s'agit pas d'avoir une société entièrement publique, il s'agit d'en revenir au juste milieu auquel les Français sont attachés, c'est-à-dire avec un service public important qui permette d'assurer la justice sociale entre les citoyens, ce qui est quelque chose de très important dans notre mentalité nationale. Et nous avons le droit d'être comme nous voulons être. On a le droit de vouloir des services publics puissants, on a le droit d'avoir une poste qui soit une poste, une SNCF qui soit nationale, etc. Ça ne veut pas dire qu'on supprimera l'ensemble de l'activité privée, bien au contraire, mais le fait de détruire tous nos services publics est quelque chose qui ne peut pas être toléré sur long terme par les Français. Alors, j'en reviens à mon propos, c'est pourquoi est-ce que l'on ne cessait pas de dire aux États, et en particulier à la France, que nous étions en faillite, et qu'on continue de le dire? Eh bien justement,
Parce que, en faisant croire aux États qu'ils sont en faillite, eh bien, on force les États à vendre leur patrimoine à des banques ou à des fonds d'investissement qui payent en monnaie de singe, c'est-à-dire qu'ils vont nous acheter tout ceci avec du dollar, le dollar ne valant strictement plus rien. Le dollar ne vaut que ce que les Chinois acceptent de payer encore, puisque vous savez que le dollar est une... On ne sait même plus combien de dollars est mis dans le monde. La statistique M3 est interdite de publication désormais par les États-Unis. Donc en réalité, nous vendons, sous la pression bruxelloise, on commence à privatiser EDF, GDF, nous vendons de notre patrimoine public comme des hôtels particuliers des ministères, de notre patrimoine privé comme des œuvres d'art ou bien des sociétés comme Gem+, et tout ceci est racheté pour une partie importante par des fonds d'investissement étrangers, notamment américains, qui sont gorgés de dollars. Je rappelle également que des fonds comme American Funds, qui gèrent l'ensemble des retraites des fonctionnaires de l'État de Californie, 60 millions d'habitants, c'est grand comme la France en population, et bien donc l'ensemble des retraités ont placé leur retraite dans un fonds d'investissement qui s'appelle American Funds, et qui a investi à la fois dans Veolia, dans Vivendi, dans Thales, dans Schneider Electric, dans Michelin, dans Bouygues et dans Accor, donc dans ces sociétés françaises en France. Mais ils ont investi ailleurs dans d'autres sociétés. Comme ils ont environ 15 à 20% du capital de Bouygues, ça veut dire également que les informations que je diffuse en ce moment sont évidemment interdites d'antenne sur TF1 qui est possédé par Bouygues. Donc nous avons affaire à un système qui est parfaitement verrouillé, qui est d'ailleurs la charte de la Havane, lors de la création de l'Organisation internationale du commerce, projet d'Organisation internationale du commerce que les Américains avaient fait avorter d'ailleurs en 1948, avait justement prévu qu'un État devait avoir le droit d'empêcher les prises de participation dans des grands médias par des sociétés étrangères qui auraient pour objectif de changer l'opinion des populations, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est bien de ça qu'il s'agit. En prenant des participations dans Veolia Eau et Vivendi, c'est-à-dire dans l'ancienne Lyonnaise des Eaux et Générale des Eaux, eh bien, quelles sont les conséquences qu'il y a? On a vu la conséquence sur l'évolution du prix de l'eau à Paris en francs. Le mètre cube valait un peu moins de 5 francs le mètre cube en 1984. Et puis à partir de 1986, eh bien, la mairie de Paris, avec M. Chirac, a décidé de privatiser cette gestion municipale des eaux au motif que c'était pas chic, quoi. En gros, il faut mettre du privé parce que ça marchera mieux. C'est toujours le même discours qui est un discours qui n'est pas rationalisé par des arguments convaincants. On privatise parce qu'il faut privatiser. C'est devenu quelque chose de... C'est devenu non justifié. Par principe, il faut privatiser. Donc on a privatisé la gestion des réseaux d'éducation d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1987 ? Eh bien, une augmentation colossale du prix de l'eau qui a augmenté de plus de 300% en l'espace de 18 ans. Alors que, habitant Paris, je peux vous assurer que c'est toujours l'eau, la même eau. Et d'ailleurs, les gestionnaires ne remplissent pas leur cahier des charges puisqu'ils refusent de changer les canalisations avec du plomb, alors même que c'était dans leur cahier des charges. Et que l'on se tourne de nouveau vers les cochons de contribuables pour payer le renouvellement des canalisations en plomb. La logique économique de tout ceci, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais c'est très important parce qu'on est au cœur des problèmes non seulement de la France mais du continent européen. La logique économique de tout ceci, c'est que l'intérêt des retraités américains, des pensionnés de Californie, qui ont investi leur argent dans le fonds Capital Research, c'est que les dirigeants des entreprises privées auxquelles a été cédé le service public augmentent sans arrêt le prix de l'eau facturé aux Parisiens, de façon à recevoir des dividendes de plus en plus confortables. On a donc fait privatiser par des campagnes de presse des sociétés publiques. On introduit sur le marché du gaz, de l'électricité, des réseaux d'adduction d'eau, des sociétés d'autoroutes. On achète ça avec du dollar qui par ailleurs ne vaut rien. Et une fois qu'on a acheté tout ça, à ce moment-là, on commence à faire cracher la bête, à augmenter la tarification. Et là, on a du cash que l'on a tous les ans. À chaque fois que vous payez un péage maintenant, eh bien, au lieu que ça abonde des fonds publics, ça abonde les fonds de la société Vinci. Et qui est au capital de Vinci ? Eh bien, des fonds, justement, d'investissement, notamment américains.